quand j'ai réfléchi à cette question, je me suis souvenu d'une phrase que vous devez connaître, certainement, qui est la suivante. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens beaucoup plus chez moi culturellement, ça vous plaît pas cette phrase, mais c'est de vous, que quand je me rends en Picardie. Et pour être tout à fait honnête avec vous, vous disiez après que vous le regrettiez et que c'était ça qui était difficile, etc. J'ai écouté votre phrase entièrement parce que je ne fais pas aux autres ce qu'on m'a fait pendant toute la campagne présidentielle, de prendre une phrase et de la couper au milieu. Je vais vous dire, en fait, cette phrase vous résume. Et je peux vous dire que ces 3 heures d'émission ne m'ont pas fait changer d'avis. Et ce qui est amusant, c'est que vous dites, vous parlez de la Picardie. D'ailleurs, vous en avez reparlé ce soir incidemment. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment la Picardie. Je trouve que oui. Très bien. Donc, vous savez que la Picardie, c'est cette terre à proximité de la Belgique où est née plus ou moins la France, où les Francs sont rentrés. Le vase de Soissons, c'est la Picardie, où toutes ces cathédrales sont innombrables. Soissons, Amiens, etc. Vous connaissez. Et la Picardie, si on remonte le temps, c'est aussi le château de Chantilly, où ce grand dîner où Louis XIV était reçu et où Vatel se tuait parce que les poissons n'étaient pas arrivés. Et puis enfin, la Picardie, c'est la bataille de la Somme pendant la guerre 14, tous ces milliers de morts et toutes ces guerres avec l'Allemagne. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en un mot, en une phrase, vous nous avez dit, en fait, la France, ça ne me concerne pas, l'histoire de France ne me concerne pas, je ne me l'approprie pas. Je ne vous permets pas de dire ça. Mais je vous le dis quand même, c'est pas grave. Je ne vous le permets pas. Mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Je ne vous le permets pas. Mais c'est pas grave. Non, mais je ne vous le permets mais c'est pas grave. Et je vais vous dire quelque chose de mieux. En fait, je vous ai écouté là pour répondre aux gens. C'était affligeant de banalité et de médiocrité. Vous étiez dans les années 80, Monsieur Glucksmann. Vous n'avez pas bougé depuis les années 80, alors que le monde a changé. Alors que nous avons eu 40, des... Comment ? Dans les années 40 ? Bah oui. Lesquelles ? 1840 ou 1740 ? Non, 1900. 1940 ? Ah, vous voulez dire quand on a perdu la guerre ? Bah, vous savez, moi... de crimes contre l'humanité. Sans doute j'aurais été... c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en général, mes interlocuteurs attendent un peu avant de me sortir Vichy, parce qu'ils se sentent en difficulté. Bon, alors attendez. Est-ce que vous pouvez terminer votre tirade ? Mais je termine ma phrase. En fait, vous êtes... Et vous êtes le fils de votre père, évidemment, mais on le regrettait André Glucksmann, et de votre mère aussi, évidemment. Mais vous êtes surtout le fils spirituel de Bernard-Henri Lévy. Vous êtes le même. Et vous êtes... L'identité des peuples vous intéresse quand ce n'est pas l'identité française. C'est sûr que l'Ukraine vous intéresse, la Géorgie vous intéresse. En fait, vous êtes de ces... Vous savez... je finis ma phrase. Je finis ma phrase et je le laisse parler, promis. Vous savez, Rousseau avait une très belle phrase. Il disait « Défiez-vous de ces cosmopolites qui cherchent des devoirs qu'ils dédaignent auprès des siens, tel philosophe aime les Tartares, vous connaissez la suite, on aurait pu dire les Ukrainiens, pour être dispensé d'aimer ses voisins. » Alors, Monsieur Zemmour, je vais vous dire. Déjà, c'est pas anodin de débattre avec vous, puisque vous êtes un multirécidiviste, vous êtes condamné pour injure raciale, pour incitation à la haine religieuse et à la haine raciale. Et mes amis... Mais moi, je vous ai laissé faire votre tirade d'insultes. Mais je vous ai pas insulté du tout. Donc, mes amis me disaient, mais pourquoi ? Pourquoi accepter de débattre ? Je vais vous le dire. Parce que je veux vous combattre partout. Vous, vos amis, Marine Le Pen, Éric Ciotti, vos amis d'extrême droite. Et je veux vous reprendre le drapeau tricolore des mains. Et c'est l'erreur que vous faites. C'est l'erreur que vous faites sur moi, Monsieur Zemmour. La France ne vous appartient pas. Vous n'allez pas. C'est moi qui appartiens à la France. Vous n'allez pas conquérir ce pays parce qu'en fait, vous ne l'aimez pas. La vérité, vous vous trompez complètement sur moi. S'il y a un patriote à cette table, ce n'est pas vous, c'est moi. Vous avez et moi, je veux défendre la France patriote ukrainien ou géorgien ? Attendez, laissez-le parler, s'il vous plaît. Je veux défendre la France telle qu'elle est, pas telle que vous la fantasmez. Vous
vous fantasmez une France qui n'a en fait quasiment jamais existé. Vous citez Joseph de Maistre, par exemple, en exemple. Vous êtes du côté de ceux qui sont allés à Saint-Pétersbourg, comme Joseph de Maistre, parce que la France faisait la révolution, monsieur. Vous êtes totalement écœuré à chaque fois que la France rayonne. Le dernier exemple, 85% des Français qui admirent le fait qu'on accueille la terre entière pour faire les Jeux Olympiques, qu'on a une cérémonie d'ouverture, vous trouvez ça écœurant, abject. À chaque fois que cette France-là réussit, parce qu'elle ne correspond pas à vos fantasmes, cela vous dégoûte. Par contre, ce que vous faites, c'est que vous vous réjouissez, monsieur, du succès de ses adversaires. Vous avez dit que vous vouliez être, vous, un mini-Poutine français, que vous aviez de l'admiration pour Vladimir Poutine, l'homme qui s'attaque aux intérêts stratégiques de notre pays. Vous avez une admiration sans borne parce qu'il fait des milices anti-migrants pour M. Orban. Mais M. Orban, aujourd'hui, au service de la Chine, va contribuer à la destruction de notre industrie automobile et à la fermeture de nos usines. Vous avez de l'admiration pour M. Vance et M. Trump, qui sont hostiles aux intérêts de la France et qui passent leur temps à insulter notre pays. La vérité, monsieur, c'est que vous êtes au service d'une tyrannie étrangère. Vous êtes au service d'une idéologie. Vous êtes au service d'une internationale d'extrême droite, mais vous n'êtes absolument pas au service de la France réelle. Et moi, je vais vous le dire, votre force, elle a été constituée parce que nous, les progressistes, la gauche, on a été aphone pendant trop longtemps sur ce qu'était la France. Mais là, on va parler de la France. On va raconter la France. Une France, vous vous rendez compte, vous êtes même contre... Parce que moi, j'ai lu Éric Zemmour. Donc, vous êtes contre l'édit de Nantes. Vous êtes pour la révocation de l'édit de Nantes. J'ai une pensée un peu plus subtile que ça. Mais vous êtes un théoricien de la guerre civile en France. Depuis les vraies guerres de religion jusqu'à celles que vous allez fantasmer maintenant. Et je vais vous dire le fond de ma pensée. Vous dites des mots qui sont inacceptables. Vous dites l'islamisation, c'est comme le Covid, c'est un virus moral, ce que vous dites. Et moi, vous savez à qui vous m'avez fait penser quand j'ai lu ça? Eh bien, au prédicateur islamiste que j'ai étudié en Algérie. Il disait la même chose, il disait la France est un virus moral. Alors, vous pensez comme eux. Réponse peut-être Vous êtes profondément étranger à tout ce qui a fait la grandeur de la France. Alors, dialoguer, Poutine, Orban, Vance, que répondez-vous, Éric Zemmour? D'abord, tout simplement, vous êtes désormais une des incarnations de la social-démocratie, ou ce qu'il en reste en France. Donc vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une internationale socialiste. Et qu'il y a des partis socialistes, français, allemands, anglais, qui pensent à peu près la même chose, en tout cas qui ont les mêmes idées, le même fond idéologique, et qui pourtant défendent les intérêts de leur pays, la souveraineté de leur pays. On a même vu les Français, les socialistes français et les socialistes allemands se faire la guerre en 1914. Donc, avoir les mêmes idées, le même substrat idéologique que d'autres en Occident... Je n'ai pas dans mon international des gens qui font la guerre à la France. Je peux répondre ? Vous avez dans votre international des gens qui sont profondément hostiles à la France. Mais je suis désolé, chaque pays défend ses intérêts. Monsieur Trump, lui, défend ses intérêts. Monsieur Orban, que vous avez cité, défend ses intérêts et défend son pays contre l'invasion musulmane. Les usines, elles sont allemandes depuis 40 ans, monsieur Grubben. Quand il invite la Chine, vous savez ce que il a toutes ces usines allemandes de l'industrie automobile allemande depuis 40 ans. Ça vous dit quelque chose, ce mot BYD? Est-ce que je peux répondre? Répondez à cette question. Ça vous dit quelque chose, BYD? Vous savez ce que c'est, BYD? Dites-moi. C'est le leader chinois de l'automobile électrique. Orban vient de les inviter pour contourner l'ensemble de nos... vous allez voir quand Renault va fermer ses usines. Attends, écoutez-moi. Si Renault ferme, c'est d'abord à cause de nos charges sociales. Il n'y a plus beaucoup d'usines en France. Et deuxièmement, monsieur Glucksmann, à cause de la réglementation ridicule que vous avez soutenue pour imposer le moteur électrique partout en 2035. C'est ça qui a tué les BYD, c'est de la voiture électrique. Et je sais, mais parce que les Chinois avaient de l'avance.
Et vous n'avez pas compris que nous, notre avance, c'était sur le moteur Et thermique. donc il fallait les bloquer à la frontière. Oui, il fallait les bloquer. Et c'est ce que il Orban fallait pas a empêché l'Europe de faire. Il ne fallait pas imposer en 2035 le moteur électrique, monsieur. Voilà. Tout simplement, moi, je ne vous ai pas coupé, donc laissez-moi parler. Parce que sur l'identité, Éric Zemmour, ce que vous dit Raphaël Glucksmann, c'est quand la France affiche des motifs de fierté comme les Jeux Olympiques, vous n'arrivez pas à vous en réjouir. Je n'ai pas critiqué les Jeux Olympiques. Ah bon? Non. J'ai critiqué la cérémonie d'inauguration, que j'ai trouvée vulgaire. Qui a plu à 80% des Français. Eh ben, tant mieux pour eux. Oui, mais est-ce que j'ai le droit de ne pas être dans les 80%? À chaque fois. Non, pas à chaque fois. Non, à chaque fois, ça désolé. Deuxièmement, quand vous dites, excusez-moi, la France que j'ai fantasmée. Monsieur vous a très bien répondu tout à l'heure, le monsieur de Liévin. Nous ne vivons pas une immigration comme l'immigration italienne ou d'autres. Nous vivons une invasion migratoire. Nous y avons une civilisation qui est en train de nous remplacer. Ça, c'est la réalité. L'islam est une civilisation. L'islam est une religion. Mais vous auriez dit la même chose des protestants, vous auriez dit la même chose des Italiens, vous auriez dit la même chose à chaque fois. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous le dites encore dans vos livres? Est-ce que vous arrêtez de me prêter des... Vous jugez que les protestants étaient des agents allemands pour déstabiliser les agents anglais. Anglais et allemands. Ne dites pas n'importe quoi. Ah oui, donc c'était des agents étrangers. Les protestants étaient liés à l'Angleterre et ils essayaient de faire changer la politique. Au moins, on peut vous reconnaître une constance dans la lecture de l'histoire de France. Je me reconnais une constante, c'est que d'abord, moi, j'essaye de comprendre l'histoire de France et je comprends une chose. Et vous devriez lire, par exemple, le dernier livre du grand historien Brodel, qui est mort tout de suite après, dans les années 80, qui s'appelle L'identité de la France, et qui explique que le drame de la France, c'est justement une excessive diversité. Et que cette excessive diversité l'a poussé à des guerres de religion, à des affrontements, à des révolutions. Et vous et les vôtres, vous et vos pères, AIRS et ERES, ont favorisé cette extrême diversité avec l'invasion islamique. Et vous continuez. Vous nous dites tout à l'heure, j'ai bien ri. Je viens vous laisser parler, mais peut-être à un moment... Non, je finis. Vous m'avez bien fait rire, je vous ai écouté tout à l'heure, quand vous avez dit « Ah, ben on a besoin d'immigrés pour travailler ». Est-ce que vous savez, on vous a donné les chiffres, je crois, sur 430 000 immigrés légaux, est-ce que vous savez combien viennent pour travailler? Je sais pas, ça doit être... 50 000. Ça fait même pas 10%. Ouais. Les autres viennent pour se faire soigner, parce qu'ils sont les enfants, les grands-mères, les parents, parce qu'ils sont des étudiants, pour la plupart bidons, et qui font leurs études en je ne sais pas combien d'années. Donc, tous ces gens-là, on n'en a pas besoin. Ils vivent à nos crochets. On va faire une France où il n'y aura plus d'étudiants. On va faire une France où il n'y aura plus d'étudiants. La diversité. Vous avez dit quelque chose qui était... La diversité est une source d'équilibre, extrêmement intéressant. De bonheur. Vous avez dit que le problème de la France, c'est que depuis l'origine, elle souffrait d'une trop grande diversité. Absolument. Eh bien, vous savez ce qu'a fait la grandeur de la France, monsieur Zemmour? C'est précisément d'avoir été libre parce qu'elle était diverse. Vous connaissez le roman de Renard, qui a été le moment fondateur de la France. C'est la première fois qu'on avait un texte qui était lu partout dans tous les pays. La France s'était identifiée à ce renard, qui était inclassable, qui n'était ni un chien, ni un loup, qui avait une diversité. Vous aimez classer les pays en disant ce pays-là, à la manière de Carl Schmitt que vous citez, ce pays-là, qui était un théoricien nazi pour ceux qui ne savaient pas, ce pays-là, oui mais c'est vrai, ce pays-là est terrien, ce pays-là est maritime. L'immense problème de la France pour Carl Schmitt et pour vous, c'est qu'en fait on ne sait pas trop si elle est terrienne et maritime, puisqu'elle est à la fois terrienne et maritime. La France est-elle un pays du Nord ou du Sud? Non, laissez-moi... Revenons à aujourd'hui peut-être, Raphaël Glucksmann. La France est-elle un pays du Nord ou un pays du Sud? On ne sait pas, son identité est trop diverse et multiple. Et vous savez quoi? Pourquoi on a fait la République, monsieur Zemmour? Cette République que vous n'aimez pas. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que justement, nous sommes les héritiers de cette diversité, que le fait qu'on ait une identité qui n'est pas univoque, c'est ce qui nous a rendus libres, c'est ce qui nous a permis d'inventer l'humanisme, c'est ce qui a donné Rabelais, c'est ce qui nous a permis, c'est ce qui nous a permis d'être la nation des Lumières, c'est ce qui nous a permis d'être la nation de la Révolution, c'est ce qui nous a permis d'abolir les privilèges, c'est ce qui nous a permis de dire que tous les hommes naissaient libres et égaux en droit, c'est ce qui nous a permis de rayonner dans le monde. Pardon de vous ramener à aujourd'hui, Raphaël Glucksmann. On peut vous répondre.
On peut parler, Glucksmann, vous avez décidé. Tant que je n'ai pas fini. Attendez, s'il vous plaît. C'est cette diversité que vous condamnez qui a fait de notre pays une grande nation qui a un destin. Mais moi, vous voyez, je ne rêve pas pour la France d'un destin à la hongroise, à la Orban, avec cette corruption, ce népotisme, cet entre-soi, des milices qui échappent à toute forme de l'égalité dans la rue. Moi, je rêve d'un grand destin pour la France. Monsieur Glucksmann, en Hongrie, il n'y a pas de petite Lola qui se fait découper par une Algérienne. En Hongrie, il n'y a pas de Thomas qui se fait tuer par un Chaïd. En Hongrie, il n'y a pas une Philippine qui se fait violer et massacrer par un Algérien ou un Tunisien. En Hongrie, il n'y a pas un petit Elias qui, parce qu'il va jouer au foot, se fait tuer par un Africain qui votre frère serait milliardaire. Je sais pas si votre beau-fils serait milliardaire. Monsieur Glucksmann, en Hongrie, vous obéiriez à Xi Jinping. Oui, en Hongrie, vous obéiriez à Vladimir Poutine. En Hongrie, vous supprimeriez les élections libres. Laissez-le rappeler Glucksmann. Monsieur Glucksmann, attendez, c'est indigne, vous en moquez de ces gens que j'ai cités. Vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire, mais ça se voit. Laissez-le répondre. Je ne vous autorise pas à dire ça. Vous ne m'autorisez rien du tout. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Raphaël, non, là, vous ne donnez pas le bon exemple. Je vais vous dire. Arrêtez, vous ne donnez pas le bon exemple. Raphaël Glucksmann, la diversité est-elle... Quand on me Raphaël Glucksmann, la diversité... Arrêtez. Non, parce que vous êtes... La diversité est-elle toujours heureuse? Voilà pour mais la diversité, c'est un problème. Voilà. La diversité, c'est une chance. Laissez-le parler. Laissez-le parler. La diversité, c'est tout. La diversité, c'est un problème, une chance, une opportunité, c'est quelque chose à construire. Une société, comme une société républicaine, monsieur, ça se construit. C'est pas naturel, on construit. Mais le problème, c'est qu'en France, on a abandonné cette construction de la République et que du coup, on se retrouve dans une situation qui est une situation d'archipélisation. Mais vous, ce que vous dites, ce que vous prenez est l'antithèse de ça. C'est l'antithèse de cette intégration. C'est l'antithèse parce qu'en fait, vous expliquez que des gens, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont, n'ont pas vocation à rentrer dans cet ensemble qu'est la France. Monsieur Glucksmann. Et c'est ça. Vous avez dit... Le problème. Attends, il vous répond. Il vous a laissé parler. La République, pardonnez-moi, c'est la loi et l'assimilation. Ce n'est pas l'intégration. En République... Sous la Troisième République, la dame qui était voilée, là, avec le hijab... Qui est toujours là. Elle l'est toujours. Sous la Troisième République, cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir avec son hijab. Et n'aurait pas eu le droit non plus de travailler. Parce que je vous dis, c'est ça la République. Cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir dans la rue, mais... La République, c'est l'assimilation. Chacun son tour. Ça veut dire que dans la République, monsieur Glucksmann, excusez-moi, dans la République, les religions n'ont pas le droit de s'afficher dans l'espace public et donc dans la rue. Ça, c'est la République et c'est l'assimilation. Puisque vous parlez de la République. Et quand je vous parlais de la diversité, tous les pouvoirs depuis 1000 ans, que ça soit la monarchie, que ça soit l'Empire, que ça soit la République, ont justement été obsédés par cette diversité qui pouvait détruire le pays, et ils ont essayé de rassembler et de faire ressembler par l'assimilation et souvent par la force. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Réponse de Raphaël Glucksmann. Attendez, je vous en prie. La République n'aurait pas accepté qu'une femme voilée se promène dans la rue? Absolument. Et sur quoi vous... Et même, je vais vous dire sur quoi. C'est très simple. C'était pas une question. Oubliez, je vous pose même pas de question. En fait, vous pouvez pas dire ça. Je le dis. Mais c'est ça. Laissez Raphaël Glucksmann vous répondre. Vous expliquez que donc, dans la Troisième République, il y aurait eu la police pour aller enlever... Il n'y aurait pas eu la police. Cette dame n'aurait même pas osé. Il y avait des religieuses dans la rue sous la Troisième République. C'est des professionnels de la religion, mais c'est le christianisme. Le christianisme, comme je le dis dans mon livre, a fait la France. Ce n'est pas le cas de l'islam. Ce n'est pas le cas. Je vais vous expliquer. Puisque vous parlez de la Révolution. Mais monsieur, vous parlez. Je vais vous dire. Vous parlez de la Révolution française. Moi, je vais vous dire. À la Révolution française, il y a un monsieur qui se lève à l'Assemblée nationale en 1989 et qui s'appelle le comte de Clermont-Tonnerre. Et on parle. Vous connaissez bien sûr. Laissez-moi finir. J'en ai pour une minute. Vous connaissez le début, les gens ne le connaissent pas forcément. Monsieur Clermont-Tonnerre fait un grand discours sur l'émancipation des Juifs. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit,
je donne tout aux Juifs en tant qu'individu, et je donne rien en tant que peuple. Et ensuite, il continue. Ouais. Il dit, on me dit qu'ils ne veulent pas être citoyens. Dans ce cas-là, qu'on les bannisse. Ok, donc qu'on les bannisse. est-ce que je peux parler maintenant? La remigration. Je parle maintenant. Je parle maintenant. Et vous n'allez pas m'interrompre. Je vous interromps. Cette femme dont vous avez parlé, elle n'a rien demandé en tant que nation. Si. Non. Si. Mais non. Donc vous ne laissez pas parler. parler. Elle n'a rien demandé en tant que nation. Elle n'a rien demandé en tant que nation. Elle a dit même qu'elle voulait être citoyenne, qu'elle était citoyenne. Donc en fait, ce que vous racontez là, c'est n'importe quoi. Et ce que vous nous expliquez, c'est qu'en gros, la Troisième République aurait interdit à une femme voilée de marcher dans la rue, Oui. et que par contre, elle aurait autorisé une bonne sœur à marcher dans la rue parce que c'est le christianisme. Absolument. Ok. D'ailleurs, il y a eu des discussions pour savoir si on autorisait les curés en soutane ou pas. Vous voyez, oui. il y a eu des discussions à la Chambre des députés. Oui. Il y a eu des discussions. Et ça a failli être interdit. Donc, la laïcité... Mais ça ne m'étonne pas que vous ne la compreniez pas, la laïcité, en fait. C'est vous qui la comprenez. Mais non. La laïcité, c'est le produit... Moi, j'ai lu vos textes sur les guerres de religion. Vous défendez les ligues catholiques. Je ne défends pas les ligues catholiques. Si, contre les protestants. Et il y a un parti, il y a un parti que vous oubliez totalement qui s'appelait le Parti des politiques. Non, je ne l'oublie pas du tout. Michel de l'Hospital, je suis désolé. Je ne l'oublie pas du tout. Si, c'est ce qui a donné ensuite la laïcité. C'est cette capacité, c'est l'affirmation de l'État contre des définitions complètement univoques et réductrices de l'identité. C'est la définition de l'État et progressivement d'une société qui va produire la laïcité. Et la laïcité, Monsieur Zemmour, c'est ce que vous ne comprenez absolument pas. La laïcité, elle va regarder les gens pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils sont. Elle va poser des règles. Et à la fin, vous, la seule chose que vous faites, c'est que vous jugez les gens sur ce qu'ils sont, pas sur ce qu'ils font. Et finalement, je vous dis, vraiment, vous avez un point commun massif avec les prédicateurs islamistes. On a compris. Et c'est pas un hasard. C'est stupide, mais c'est pas grave, on a compris. Vous exprimiez une forme de respect pour les djihadistes. Parce que, parce qu'en fait, vous avez un rapport au monde très proche. Vous ne voulez qu'une chose. C'est un affrontement généralisé entre deux identités que vous définissez vous-même, sans les connaître, comme étant parfaitement univoques. Et le résultat, vous allez voir, c'est que la France est bien plus forte que ça. Et que vous ne l'emporterez pas. Et que nous allons reprendre le métier à tisser de la France républicaine. Je vais vous dire deux choses. Et que vous serez en train d'écrire des livres à Saint-Pétersbourg, comme votre modèle Joseph de Metz, au service de Vladimir Poutine, de Donald Trump, de Viktor Orban, et de tous ces adversaires de la France. D'un dictateur géorgien. On en a parlé. Aujourd'hui en prison. Alors moi, je suis pas au service. Je suis pas au service de Poutine, moi. Quand vous défendiez l'invasion de la Géorgie, l'invasion de l'Ukraine, quand vous défendiez l'invasion de la Crimée, vous étiez au service de l'OTAN. Non, moi je luttais pour aider la résistance des Géorgiens contre la Russie poutinienne. Vous étiez au service de l'OTAN et vous étiez au service du président géorgien. Moi aujourd'hui, aujourd'hui, moi je défends la souveraineté européenne, par exemple, d'accord? Et je suis rapporteur sur les questions de défense, je réserve les fonds européens aux productions européennes. Et qui vote contre les textes comme cela? Parce que ça ennuie le lobby militaro-industriel américain. C'est l'extrême droite que vous représentez, Monsieur Zemmour. C'est Monsieur Orban. C'est vos députés au Parlement européen. Alors que les Français sont les premiers bénéficiaires de ces fonds. La vérité, c'est que vous êtes un idéologue. L'industrie française sera morte parce que la Commission européenne aidera l'industrie allemande. Mais non, nous serons les premiers bénéficiaires. En Europe, personne. Vous devriez être content, Monsieur Zelensky vient d'en acheter 100. Avec quel argent? Avec le nôtre.